Bonjour et bienvenue à vous tous. Toujours dans la suite du programme concernant la première année du bac et bien sûr le programme français qui contient les trois œuvres, La boîte à merveilles, Antigone et Le dernier jour d'un condamné à mort. Nous sommes aujourd'hui ici présents pour en parler du deuxième œuvre que nous avons commencé bien sûr l'analyse, qui est la tragédie d'Antigone ou bien la pièce théâtrale écrite par Jean Anouilh. Euh, je pense que vous avez déjà vu la première vidéo. Nous avons parlé ensemble de la biographie de Jean Anouilh. Nous avons expliqué quelques détails concernant sa vie, ses œuvres les plus célèbres et bien sûr, bien évidemment, sa relation avec le théâtre grec. Normalement, le cours qui devait suivre, c'est le mythe d'Oedipe. Ça veut dire euh, ce que nous devrions normalement étudier. Ce n'est pas un devoir parce que, comme vous le savez, dans votre programme, ce que vous faites en classe, normalement, vous n'avez pas ce cours-là. Il se peut que quelques professeurs vous donnent quelques idées concernant le mythe d'Oedipe, mais normalement, dans la plupart des cas, normalement, il n'est pas étudié. Mais j'ai bien veillé à ce que nous parlions très bien du méthotype parce que c'est celui qui nous prépare à comprendre la problématique d'Antigone et nous prépare réellement aux événements que nous allons bien sûr retrouver dans notre pièce théâtrale Antigone. Quand j'étais en train de préparer le cours concernant le méthotype, j'étais devant une autre problématique. Normalement, quand on parle du mythe d'Oedipe ou bien la problématique d'Antigone, nous parlons de ce que nous appelons la mythologie grecque. Euh, la science du merveilleux, la science du fantastique euh, grec. Et j'ai trouvé que normalement pour mieux comprendre le mythe, mieux comprendre Antigone, il fallait comprendre le mythe d'Oedipe. Pour mieux comprendre le mythe d'Oedipe, c'était nécessaire qu'on passe par la mythologie grecque. Donc, ce que je vous conseille, vous pouvez suivre ce cours-là juste pour votre culture générale, vos informations personnelles, votre bagage personnel, et non pas voir ce cours comme un cours très important. Il se peut que vous ayez des questions, c'est fort probable, parce que normalement, Antigone est une tragédie grecque qui parle d'une époque où normalement une époque qui parlait effectivement, ou bien qui tournait autour de la mythologie grecque. Donc, quand on parle de la mythologie grecque, on parle de la fiction, d'accord? On parle du supernaturel. On parle de tout ce qui n'est pas ordinaire. Donc, je voulais qu'on fasse cette vidéo. Je ne sais pas s'il sera petite ou longue vidéo, mais pour moi, c'était nécessaire que vous ayez une connaissance, même globale, de la météorologie grecque. Je vous tiens informé dès le départ que normalement le cours, j'ai fait quelques recherches, mais normalement j'ai trouvé que toutes les informations étaient dans un seul article, dans bien sûr la libre encyclopédie Wikipédia. C'est là où j'ai trouvé toutes les informations nécessaires. Je vais même vous laisser le lien de l'article. Si vous souhaitez, vous pouvez le lire après. Comme je dis toujours, c'est juste pour avoir une connaissance de cause et non pas une obligation de votre part. Donc, vous pouvez voir ce cours-là. Si vous voulez juste mieux comprendre Antigone, mieux comprendre le mythotype et être bien évidemment dans le contexte spatio-temporaire et culturel de la tragédie. Donc, notre cours, normalement, j'ai trouvé plusieurs points. Je les ai classés normalement en ordre parce que quand j'ai vérifié, bien sûr, si vous voyez ici, j'ai mis le lien qui va normalement
vous guider directement sur l'article si vous ne souhaitez pas regarder cette vidéo, ou bien si vous souhaitez, après avoir regardé cette vidéo, si vous souhaitez bien sûr avoir des informations écrites que peut-être vous allez euh, en avoir besoin pour rédiger par exemple une expression écrite ou bien rédiger un exposé, parce que j'étais au courant que quelques élèves ont eu la mythologie grecque comme sujet d'exposé et normalement ils ont bien fait. Donc, normalement ce sujet-là sera divisé en 6 parties. Bien sûr, la mythologie dans la société grecque, les typologies et principaux mythes grecs, la réception et interprétation des mythes grecs, l'étude de la mythologie grecque bien sûr, il y a 2 siècles, le 19e siècle, le 20e siècle et le 21e siècle, le 21e siècle, euh, source de la mythologie grecque bien sûr, d'où il vient, et la postérité, le Moyen Âge, l'époque moderne ou la période contemporaine. Donc nous allons commencer par le premier point qui est la mythologie et qui est le premier point qui est la mythologie dans la société grecque elle-même. Le premier point, c'est la mythologie et religion. La religion grecque était fondée sur des rituels pratiqués en commun, mais ne reposait pas sur un texte sacré ou sur des dogmes. Et il n'existait pas non plus de littérature proprement religieuse. Des textes comme la Théonie d'Hésiode et les épopées d'Homère ne sont donc pas des textes sacrés. Ce sont des œuvres littéraires proposant une vision parmi d'autres de la création du monde et des généalogies divines. Mais ils ne se proposent pas de dicter ce qu'il faudrait obligatoirement croire. Le lien entre littérature et religion s'établit plutôt par la composition de textes destinés à être déclamés lors de cérémonies religieuses. Par exemple, les hymnes de Pindare et de façon plus indi- indirecte les textes des tragédies, notamment par exemple la tragédie d'Antigone, comédie et drame satirique puisque les représentations théâtrales sont liées au culte de Dionysos. Les dieux et héros mythologiques pouvaient être évoqués dans des contextes non immédiatement liés au culte proprement dit, mais il faut garder à l'esprit que la société grecque antique ne connaît aucune séparation entre un domaine propre à la religion et le reste de la société. Au contraire, la religion est de manière présentée de manière qui diffuse dans tous les aspects de la vie sociale et politique. L'absence de dogme ou de canon religieux n'est bien sûr pas synonyme d'absence de croyance. En grec antique, la piété, eusebia, l'une des principales notions de la religion grecque antique, suppose de révérer les mêmes divinités que l'ensemble de la communauté et en introduire de nouvelles est un acte d'impiété. À moins que la cité ne les accepte officiellement, et il est tout aussi impie d'endommager les représentations des dieux ou leurs propriétés ou de parodier les rituels. Mais dans le même temps, plusieurs consomonies et théogonies coexistent sans que cela ne pose de problème. Homère présente dans l'idéation et Thèse comme le couple primordial, tandis que la théonie d'Hésiode place le chaos puis Eros et Gaïa aux origines du monde, et qu'une secte comme l'orphisme propose encore une autre interprétation. Et la comédie grecque antique de l'époque classique peut librement représenter Dieu et Eros sous des traits grotesques et leur prêtant un comportement bouffon. Toutes les divinités avant reçu un culte en Grèce antique n'ont pas fait l'objet de récits mythiques. Certains, comme la déesse Hestia, en sont pratiquement absentes. De même, ni la place d'une divinité ou d'un héros dans la hiérarchie des puissances divines, ni l'abondance des récits qui lui sont consacrés ne reflètent nécessairement l'importance réelle de son culte. Ainsi, Asclépios, quoi très inférieur à des divinités telles que son père Apollon, disposait d'un sanctuaire à Épidaure dont la renommée
s'étendait à l'ensemble du monde grec. Enfin, alors que la différence de statut entre les dieux et les héros est assez appuyée dans les récits, les cultes rendus à des héros, les cultes héroïques, différaient assez peu dans leur modalité de ce rendu aux dieux. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est que de tout ce texte-là, ce qu'on doit comprendre, c'est que la mythologie et la religion sont un petit peu séparées. Ça veut dire toutes les tragédies, par exemple, si nous prenons celle d'Antigone, ça veut dire les tragédies qui étaient récitées, des textes tragiques, normalement, n'étaient pas des textes, des lois, n'étaient pas une religion. Ils n'étaient jamais des textes sacrés qu'il fallait respecter, qu'il fallait normalement suivre à la lettre ce qu'il y a dedans. Ça veut dire c'était normalement séparé, on peut dire séparé de la religion. Il y a des croyances, mais rien et personne n'obligeait rien aux personnes à croire en telle et telle chose. C'est la raison pour laquelle on trouve que dans cette époque-là, il y avait plusieurs dieux, le dieu de la mer, le dieu de la terre, le dieu de la pluie, le dieu de la beauté. Donc chacun croyait selon ses propres croyances personnelles à des mythes ou bien à des dieux ou bien à des lois divines que normalement il développait lui-même dans son esprit. La météorologie et la littérature. Météorologie et la littérature. À l'époque archéaque et encore à l'époque classique, la poésie est le domaine par excellence de l'évocation des mythes. Au sein de la société grecque, les poètes restent les voix les mieux autorisées à relater les récits fondateurs de la météorologie. Lorsque l'historien euh, Hérodote évoque les origines de la religion grecque dans son enquête, c'est vrai, c'est vers eux qu'il se tourne. Quelle est l'origine de chacun de ces dieux? Ont-ils toujours existé? Quelle forme avaient-ils? Voilà ce que les Grecs ignoraient hier encore, pour ainsi dire, car Hésiode et Homère ont vécu, je pense, 400 ans tout au plus avant moi. Or, ce sont leurs poèmes qui ont donné aux Grecs la généalogie des dieux et leur appellation, distinguer les fonctions et les honneurs qui appartiennent à chacun et décrit leur figure. Les poètes comme Homère et Hésiode ont donc nettement influencé la représentation que les Grecs se faisaient de leurs dieux et des origines du monde, même s'ils ne remplissaient pas une charge à proprement parler religieuse, mais les mythes sont présents de manière diffuse dans tous les genres littéraires. Ils sont évoqués aussi bien par les dramaturges que par les orateurs, les historiens et les philosophes. Donc, ce que nous pouvons comprendre concernant la littérature, que chaque auteur, chaque auteur évoquait selon sa propre pensée les critères, ou bien ses propres critères artistiques, ou bien le public à qui il s'adresse. C'est selon ses propres choix qu'il, bien sûr, attribuait les pouvoirs aux dieux de la mythologie grecque. Bien sûr, nous avons un autre point qui ne nous intéresse guère. Nous allons juste avoir une petite idée. C'est normalement la mythologie et les arts figurés. Euh, Parce que normalement, les textes ne sont pas les seuls vecteurs de la mythologie grecque. Il y a aussi normalement les arts figurés, la céramique et la sculpture. À toutes les époques, normalement, les Grecs vivaient, étaient toujours entourés par des représentations qui se rattachent toujours à des monuments, des statues, de l'espace public, peut-être des objets de la vie quotidienne, de leur vie ou bien de leur espace privé. Normalement, ces représentations, ces figures, mettaient en scène des sujets météorologiques ne doivent pas être considérés comme de simples illustrations des textes. Et bien au contraire, ils adoptaient même des sujets au contexte et au public à qui ils se destinent. Cela
nous pousser toujours à avoir des variantes qui ne sont pas attestées. Par ailleurs, les textes, les vases destinés à recevoir le vin, par exemple, représentent eux-mêmes des banquets ou des scènes météorologiques liées à Dionysos, qui ne pouvaient être comprises que si on les replace dans ce contexte du banquet grec. Aussi, ils mettent volontiers en scène des figures comme les satyres, qui sont assez peu présentes par ailleurs dans les textes, mais qui apparaissent très souvent sur les vases dans les scènes typiques. Ainsi, les arts figurés disposent eux aussi d'une grande liberté d'innovation ou de réinvention des mythes, et mettent en place leurs propres codes et conventions pour les représenter. Théologie et histoire. Normalement, dans la grecque antique, on a toujours une grande problématique à faire une distinction entre les choses qui relèvent des mythes et les événements historiques. Ça veut dire tellement la mythologie grecque était ancrée dans la population grecque, on ne pouvait savoir s'il s'agit d'un mythe, d'accord, comme le mythe d'Oedipe, ou bien s'il s'agit d'une réalité ou bien d'une vérité historique. Normalement, nous avons bien sûr une chronologie, d'accord, mais ça se mélange toujours. Par exemple, le premier roi légendaire d'Athènes, puis le déluge de Deucalion, la guerre de Troie. Je pense que vous avez vu tous le film. Ici, il y a des personnes, normalement, qui souhaitent mieux comprendre la mythologie grecque. Ils n'ont qu'à voir le film de Brad Pitt, Achille, ou bien la guerre de Troie. Parce que normalement, dans cette guerre, il y avait la bataille de Platès, euh, en indiquant bien sûr les dates, la computation athénienne, les premiers historiens, tout normalement, l'holographe qui écrivait dès la fin de l'époque archique et le début de l'époque classique se contentait par exemple de rapporter les traditions et les généalogies locales des différentes cités dans le but de les faire connaître sans critiquer beaucoup le contenu. Ça veut dire les historiens, quand ils étaient en train de rapporter les événements, ils ne se, ça veut dire ils ne donnaient pas une grande importance aux faits pour nous dire bien séparer, nous dire voilà, ça c'est une croyance mythique, d'accord, qu'il s'agit d'un mythe, alors que celle-là est une réalité historique. Donc, le tout se mélanger, il nous rapportait le tout, et c'est à nous de faire, si on peut, la distinction. De manière générale, les historiens grecs conservent une attitude prudente en face des mythes, qu'il s'agisse d'y croire ou de ne pas y croire. Mythologie et la politique, toutes les époques, les mythes sont aussi un enjeu politique. Ça veut dire que les mythes peuvent être utilisés pour des causes bien sûr politiques, euh, pour servir une telle ou telle cause. Et c'est ce qui ne fait pousser, la raison pour laquelle, si vous avez suivi le cours de la biographie de Jean Anouilh, vous allez comprendre que normalement, le fait de réécrire ou bien reproduire la pièce d'Antigone pour Joanne Will avait un but clairement politique. Regardez la vidéo normalement concernant la première vidéo de cette série qui est la biographie de Joanne Will et vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler quand il s'agit de mythologie et politique. Dernier point, la mythologie et philosophie. La mythologie et la philosophie, normalement, ils sont très liés, et surtout dans l'époque archiaque. Parce que normalement, la mythologie grecque a, comme je pense que vous avez commencé à comprendre, il y a l'époque archiaque et l'époque classique. Les philosophes s'écartent parfois beaucoup des récits les plus répandus. Pourquoi? Parce que nous savons que les philosophes, ils commencent à faire travailler la raison. D'accord? Ils se posent des questions, voilà, réelles, des questions existentielles qui leur poussent carrément à refuser tout ce qui est mythe, même des fois tout ce qui est religieux, quand on parle des philosophes de, bien sûr, cette époque-là. Donc voilà, pas grand-chose à dire
par rapport à la mythologie et la philosophie parce que normalement ils sont déjà et à la base liés. Le deuxième point, c'est normalement la typologie des principaux mythes grecs, les récits et origines. Normalement, on a plusieurs récits. La cosmonie, normalement le mythe concernant la création du monde, l'anthroponie, la création de l'humanité. Il y a bien sûr la géographie mythique, Olympe, Hadès, Tartre et autres conceptions de l'au-delà. Euh, Panétons et divinité, c'est la caractéristique des dieux grecs, généalogie des dieux grecs. Héros, culte héroïque, héros dans la littérature grecque. Si nous prenons l'exemple d'Antigone dans bien sûr, les mythes, la conception de l'histoire du monde des Grecs anciens, placée entre l'apparition de l'humanité et l'époque présente, un âge héroïque où avaient vécu des hommes mortels, mais plus grands, plus forts et de façon générale dotés de qualités supérieures à celles des hommes du présent. C'étaient les héros, issus directement ou indirectement d'union entre les divinités et les humains. Je ne sais pas si vous avez auparavant regardé le film Hercule ou bien la série Xena. Vous saurez bien sûr de quoi je parle parce que normalement on attribuait aux héros grecs des forces qui bien sûr étaient ou bien des qualités supérieures. C'était ce qu'on appelle des super-héros. Ils avaient des qualités supérieures à celles des hommes normales. Et normalement, on disait que ces forces-là étaient issues ou bien directement d'une divinité, d'un dieu, par exemple, dieu de la guerre, ou bien d'un dieu, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Hercule, mais on dit que ce dernier était mi-dieu, mi-humain, parce que Apollon, le dieu de la guerre, aimait avait bien sûr aimé auparavant une femme normale, humaine, et avec cette femme-là, il a eu un enfant qui s'appelait Hercule, qui était mi-dieu, mi-humain, moitié dieu, moitié humain. Il y a aussi les cycles héroïques, la dynastie des cités, le prouesse collectif, la guerre de Troie et le cycle troyen. Je ne sais pas si, comme je vous dis, si normalement vous voulez avoir plus d'informations d'un cycle héroïque, c'est une juxtaposition ou bien une continuation d'une série de héros, l'un qui vient après l'autre pour bien sûr construire un mythe grec qui sera vraiment très très célèbre. Si nous prenons par exemple la guerre de Troie, qu'on se souvient jusqu'à maintenant. Je me souviens d'une phrase que dans le film, la mère d'Achille lui avait dit, normalement quand il ne voulait pas participer à la guerre de Troie, et, sa mère lui a dit, normalement si tu restes là, on va se souvenir de toi, tes enfants vont se souvenir de toi, les enfants de tes enfants vont se souvenir de toi, mais si tu pars à Troie, normalement, c'est toute l'humanité qui va se souvenir de toi. Normalement, si ce dialogue est réel, parce que comme je vous ai expliqué quand je parlais entre la météorologie et l'histoire, si ce dialogue est réel, vous savez que cette femme avait raison, parce que jusqu'à maintenant, on connaît Achille et on connaît vraiment la guerre de Troie. Réception et interprétation des mythes grecs, notamment par exemple si nous prenons la tragédie d'Antigone. Donc l'interprétation du mythe grec reprend sa place dans le monde actuel, notamment avec l'étude de ces mythes au collège par exemple, permettant une analyse des textes plus précise et une initiation à l'interprétation limite. Ça veut dire que se peut que même le fait que nous sommes en train d'étudier Antigone, il s'agit d'une réception. Ça veut dire que nous sommes en train de recevoir un mythe grec et on est en train de l'interpréter. Bien sûr, l'étude de la mythologie grecque, normalement il y avait deux époques célèbres pour l'étude de cette mythologie. C'était le 19e siècle, d'accord? Si nous prenons juste un petit exemple de Wikipédia, bien sûr, en 1825, Karl Ottilien Müller publie
Euh, Prolegómenes a une connaissance scientifique de la méthodologie ouvrage dans laquelle il propose une méthode d'étude historique de la méthodologie fondée sur le rassemblement des différentes sources d'un mythe et l'étude de leur rapport entre elles. Voilà. L'étude aussi, quand on est en train, par exemple, nous, les lecteurs d'Antigone, on est en train d'étudier Antigone, on est en train d'étudier la tragédie, on est en train d'étudier, bien sûr, la, le méthodype, c'est une sorte d'étude de la méthodologie. Il y avait aussi le 20e siècle et le 21e siècle, et normalement, il y avait plusieurs nouveaux courants d'interprétation de la méthodologie grecque se développant au cours des 20e siècle. Et bien sûr, il y a aussi le déchiffrement des linéaires dans le domaine mécanicien, l'approfondissement de l'étude de Proche-Orient ancien. Ça veut dire que normalement, il y a eu plusieurs essais pour expliquer, bien sûr, ce qui est la mythologie grecque. Les sources, bien sûr, de la mythologie grecque. Plusieurs types de sources antiques sont intéressants pour l'étude de la mythologie grecque. Les sources iconographiques fournies par les innombrables représentations figurées qui ornent les objets et les édifices produits par la culture grecque antique sont consultables dans des sommes telles que la Lexicon Mythologia Classica. Pour ce qui est des sources écrites signalant d'une part l'épigraphie, d'autre part la littérature antique. Donc, si je peux vous donner par exemple quelques exemples de normalement les sources de la mythologie. Vous avez les œuvres de Iliade, Odyssée ou bien Hymen, les œuvres du corpus isédoïdique, la théonie, travaux, catalogue, les œuvres dramatiques, Sophocle. Si normalement les œuvres de Sophocle étaient considérées comme des œuvres dramatiques. La poésie lyrique, ou bien les poésies lyriques, les ouvrages des historiens, les ouvrages de la métographe, donc plusieurs, les poésies, Romain Virgile, les poètes grecs, les poètes romains, les poètes grecs, donc les anciens romanciers, d'accord? Donc il y avait vraiment plusieurs sources de la mythologie grecque. On peut les rassembler ou bien dans des œuvres écrites telles que l'Odyssée ou bien Sophocle, ou bien carrément dans la poésie. La postérité. La postérité, depuis l'Antiquité, la mythologie grecque n'a pas cessé d'exercer une influence considérable sur les arts et les lettres, mais aussi plus généralement la culture de nombreuses régions du monde. Par exemple, le Moyen Âge. En Europe de l'Ouest, la mythologie grecque est connue au Moyen Âge de manière souvent indirecte par l'intermédiaire de libres traductions ou d'adoptions latines des écrivains grecs. Pendant la même période, les savants de l'Empire byzantin et du monde arabo-musulman lisent les auteurs grecs dans le texte. L'époque moderne, l'étude du grec ancien se répand à nouveau en Europe de l'Ouest à la faveur de la Renaissance, occasionnant, occasionnant des traductions nouvelles qui popularisent massivement les auteurs grecs. La colonisation exporte sur plusieurs continents la culture classique et donne lieu, après la décolonisation, à des réappropriations variées des mythes grecs aux Amériques, en Asie, en Afrique ou en Océanie. La période bien sûr contemporaine, la mythologie grecque occupe une place importante dans l'Antiquité imaginaire, dépeinte par la fiction, se diffère support. Longtemps associée à une culture académique, la mythologie grecque inspire également la culture populaire, mais sous des formes différentes à partir de la fin du 19e siècle. La mythologie grecque est présente au cinéma dès ses débuts, à travers le genre de péplum. La mythologie fournit les sujets de la majorité des péplums situés en Grèce antique, au contraire de la Rome antique, que le cinéma aborde surtout par le biais
de sujets historiques. Les mythes grecs les plus représentés au cinéma à partir des années 1950 sont les exploits d'Héraclès et la guerre de Troie. Les deux, bien sûr, dont je viens de vous parler. Héraclès, celui qui était mi-dieu, mi-humain, et bien sûr la célèbre guerre de Troie. Et je vous conseille vivement de voir ces deux films-là, parce que c'est le genre de films qui, en même temps, vont vous soulager un peu et en même temps vont vous donner, bien sûr, plusieurs informations très très importantes concernant la mythologie grecque. Parce que normalement, quand on parle de Héraclès, vous allez voir comment il y avait des monstres tels que nous allons voir le Sphinx, que nous allons voir avec Oedipe. Par exemple, la guerre de Troie, vous allez voir comment il y avait une forte croyance en Dieu, euh, la force bien sûr des guerriers d'autrefois, et par exemple la force d'un guerrier d'une grande renommée tel que Achille. Et normalement, Héraclès, le héros qui est interprété Héraclès, vous le connaissez très bien, c'est The Rock. Et pour la guerre de Troie, le héros était Brad Pitt, qui bien sûr interprétait le rôle d'Achille. La mythologie grecque devient un thème récurrent de chaque nouvelle forme d'art, de la bande dessinée aux jeux vidéo. Ça veut dire même dans les jeux vidéo, même dans la bande dessinée, vous allez avoir l'occasion de voir bien sûr ces, ces- ces- des sujets relatés ou bien qui reflétaient les héros ou bien les gens qui vivaient à l'époque de la mythologie grecque. La postérité contemporaine de la mythologie grecque reste extrêmement abondante et variée de nos jours. Ça veut dire, de nos jours, on a bien sûr plusieurs variantes et on a le libre choix de faire plusieurs variantes du même sujet qui est la mythologie grecque. Donc, une vision générale, si nous avons, comme je vous ai expliqué, vu ce cours-là, c'était normalement juste une sorte de, disons, d'échauffement pour bien sûr euh, rentrer dans le vif du sujet qui est Antigone. Et normalement, des fois, ce que je vous envie vraiment, vous, les élèves de la première année du bac, parce que normalement, quand vous êtes devant une histoire qui est déjà commencée, parce que Antigone, il faut la considérer aussi comme il fait partie de ce qu'on appelle un mythe grec qui est normalement respecte le cycle héroïque. Ça veut dire que l'histoire n'a pas commencé à l'enterrement de Polynice par Antigone, d'accord? Parce qu'il faut comprendre pourquoi Polynice n'était pas enterré, pourquoi Étéocle était enterré comme un héros, pour quelle raison Antigone déjà a trouvé, ou bien a retrouvé ses deux frères entretués, ses deux frères étaient morts, pourquoi? Comment Créon a pu avoir le règne de Thèbes? Comment il a pu régner sur Thèbes alors que normalement il y avait Oedipe et avant Oedipe il y avait Léos et bien sûr sa femme Jocaste. Donc normalement vous commencez Antigone alors que l'histoire est déjà commencée, d'accord? C'est normalement la chose qui vous fait vraiment, vous êtes un peu perdu dans les événements. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de vous préparer en parlant de la mythologie grecque, afin que vous sachiez que normalement comment la mythologie interprétait bien sûr, ou bien interagissait avec la religion, avec la littérature, les arts figurés, les histoires, bien évidemment, la politique et la philosophie. Je voulais aussi que vous voyez et que vous ayez connaissance, bien sûr, des typologies des principaux mythes pour venir, bien sûr, très exactement au cycle héroïque et comprendre d'où vient l'histoire d'Antigone. Bien sûr, les récits et bien sûr les origines du monde, parce que normalement il faut comprendre pour quelle raison Antigone est dans l'obligation d'enterrer son frère. Est-ce que c'est juste un acte simple? Non. Vous savez très bien que c'est non, parce que Antigone ne veut pas que enterrer son frère, mais il veut lui rendre hommage, d'accord? Normalement, il a une idée, une pensée que son frère, même s'il est mort, il n'est pas totalement soulagé et qu'il fallait l'enterrer selon
des conditions bien précises. Donc, on doit comprendre pourquoi ces conditions-là, pourquoi il pense ainsi, pourquoi cet Antigone-là n'a pas décidé carrément de vivre sa vie et que normalement, en voyant juste euh, devant elle un futur qui sera avec un mari qui sera le roi. On parle bien d'Aimon, le fils de Créon, qui bien sûr, après la mort de son père, sera le roi de Thèbes, et elle, bien sûr, sera renommée reine. Donc pour quelle raison il a refusé cela? Bien sûr, les sources, si on a parlé des sources de la mythologie grecque, et notamment de Sophocle, qui est le vrai créateur de cette, de cette tragédie, normalement qui commence par plusieurs tragédie jusqu'à l'arrivée du mythe d'Oedipe et après Antigone. Bien sûr, l'étude de la mythologie grecque et ce qui s'est passé au XXe siècle, le XIXe siècle, le XXIe siècle. Bien sûr, si nous avons parlé de la réception et interprétation du mythe grec, et nous avons pris notre exemple, bien sûr, on est en train d'étudier un roman qui fait partie de la mythologie grecque, même si il est réécrit en 1900, bien sûr, 44. Il faut savoir aussi que normalement, même si Antigone a été créé, si nous prenons l'exemple que Antigone soit créée au l'an 2000, mais si on évoquait la mythologie grecque, on doit se mettre dans l'esprit qu'on doit bien sûr voir cette pièce-là d'une vision qui est précise, qui est de la mythologie grecque. Donc j'espère que je sais très bien que je n'ai pas expliqué la mythologie grecque. Je répète toujours que vous avez le texte d'origine d'où je tiens toutes ces informations. Vous allez juste sur Wikipédia, bien sûr, vous tapez mythologie grecque, d'accord? On peut même changer ici, au lieu de l'accent, on met le Y, comme ça vous aurez directement le résultat. Vous tapez la mythologie grecque et vous avez bien sûr la réponse. Je vais même corriger ici. Normalement, voilà. Mythologie grecque, vous pouvez bien sûr taper le nom comme je l'ai écrit, d'accord? Et vous aurez le même article. Le même article qui est la mythologie grecque. Vous aurez toutes ces informations en tête, mais normalement, si vous n'êtes pas une personne, par exemple, dans la faculté qui est en train d'étudier mythologie grecque, et j'encourage les gens qui suivent la chaîne, d'accord, qui ne sont pas dans la première année du bac. Il y a des gens qui font bien sûr des études plus, plus spécialisées. J'aimerais bien avoir leur avis, nous donner bien sûr ou bien nous fournir plus d'informations parce que moi personnellement j'ai essayé de faire quelques recherches. Normalement c'était des pages de recherches que j'ai trouvées. C'est la raison pour laquelle j'ai opté pour un article qui contient le tout, notamment celui de Wikipédia, la mythologie grecque. Donc comme j'ai dit, pour les personnes qui souhaitent avoir plus d'informations ou bien qui souhaitent bien sûr avoir ce que j'étais en train de dire à l'écrit, vous allez trouver toutes ces informations, bien sûr, liées à la mythologie grecque. Vous allez les trouver, bien sûr, dans ce lien-là que je vous ai mis. D'accord? Ou bien vous allez directement à Wikipédia et vous tapez mythologie grecque. Normalement, c'est la première recherche déjà dans Google. Quand vous allez sur Google, vous tapez mythologie grecque, vous aurez cet article-là d'où je tiens toutes ces informations. J'aimerais que juste vous ayez cette petite carte. Normalement, il va vous aider bien sûr à mieux faire et à mieux rassembler vos idées. Comme je disais, normalement ce n'est pas important. Vous n'avez pas des questions directes dans l'examen régional concernant la mythologie grecque, mais je tenais à faire quelques éclaircissements, de vous donner quelques idées de recherche, parce que normalement vous allez vous perdre si vous tapez seulement mythologie grecque que vous partez. Moi, ce que je vous conseille, partez à la mythologie grecque, allez directement à la société grecque, vérifiez bien sûr la mythologie et l'histoire. Prenez par exemple le point de la réception-interprétation du mythe grec. Allez par exemple l'étude de la mythologie grecque dans le XXe siècle, notamment l'année où Jean Anouilh a réécrit bien sûr la pièce d'Antigone. Vous pouvez aussi voir les mythes grecs. Allez chercher par rapport au mythe d'Oedipe. Je vais bien sûr en parler dans la vidéo prochaine. Sinon, vous pouvez aussi aller voir les cycles héroïques pour comprendre d'où vient Antigone et la suite des événements concernant bien sûr
Antigone. Donc, je pense que j'ai fait le tour de cet article de Wikipédia concernant la mythologie grecque. Je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez des informations de plus, des personnes peut-être qui auront bien sûr affaire à des exposés, bien sûr, peuvent trouver cette vidéo utile pour bien sûr leur recherche. Donc, il ne reste plus qu'à vous remercier et vous souhaiter une excellente journée et à la prochaine vidéo bien sûr qui va bien sûr être concernant le mythe d'Oedipe que nous allons voir ensemble, un cours que j'ai déjà préparé et bien sûr que je vais enregistrer très bientôt. Donc, je vous remercie infiniment et je vous souhaite une excellente journée.